Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Tu sais que c'est un endroit où tu vas écouter toutes les 2 semaines des personnes, des invités extraordinaires, authentiques, qui font preuve de vulnérabilité et qui ont le courage de partager leur relation avec leur enfant intérieur avec toi. C'est un exercice qui peut être un peu... qui est, on m'a dit, assez thérapeutique et qui pour toi peut faire vraiment résonance et résonner par rapport à ta propre histoire et t'envoyer ou te donner des questions, enfin des réponses à des questions que tu n'avais pas. Donc merci à notre invitée du jour d'être présente. Elle s'appelle Kylian et on va commencer tout de suite par lui demander, Kylian, qui es-tu en ce moment? Merci à toi Valérie. En ce moment, qui je suis Je suis, j'allais dire tellement de personnes, mais ça c'est dû à ma multipotentialité. On a souvent cette façon de se dire je suis telle, j'ai fait telle étude, etc. Mais en fait, je pense on se définit pas par rapport à ça. On peut être beaucoup de choses. Mais si je dois être pragmatique, donc je suis Kylian, j'ai 28 ans, j'ai fait un master en droit des affaires et j'exerce en tant que juriste. Et après, je fais une formation pour être coach de vie. J'accompagne déjà des personnes. Ma cible, ce sont les hommes hypersensibles, puisque moi-même, je suis hypersensible. Mais j'accompagne également des femmes et des enfants. Je sais que cette question elle revient très souvent. Et voilà, et j'ai une marque de cils. De cils, pour Mm. préciser, parce que c'est-à-dire. Oui, alors de faux cils, D'accord, exactement. Voilà. ok. Qui s'appelle? Oui, On est là pour faire de Kiki. la promo ou on est pas là pour... Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, j'étais plus sur l'aspect santé mentale et tout, mais en fait, non, tu as totalement raison. Ouais, qui s'appelle Minky Kilash and Accessories. Ok, Voilà, je bah suis oui, sur parce que Instagram. si on parle de multipotentialité, du coup, tout est ok en fait finalement. C'est vrai. Ok, super. Donc ça, c'est la réponse plus pragmatique. Et si justement tu faisais une réponse qui n'était pas pragmatique, comment est-ce que tu te présenterais? Kiki. Une jeune femme qui aime danser, qui aime rire, qui aime partager du temps avec les personnes qu'elle aime. D'apparence extravertie, mais je suis une grande introvertie. C'est-à-dire que je recherche mes batteries en étant avec les personnes que j'aime, que j'affectionne. Concrètement, ce serait plus ça. Après, on peut toujours élargir, mais ce serait plus ça, ouais. Kylian, du coup, quand je t'ai envoyé l'invitation par rapport à l'enfant intérieur, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ça t'a évoqué? Comment est-ce que tu as vécu cette première partie d'initiation? Parce que c'est un petit peu ça. Tellement de choses, parce que je me dis que cette notion d'enfant intérieur, elle est tellement encore méconnue, et en même temps, elle fait peur aussi. Elle fait peur, et ça me fait penser à une personne que j'accompagne actuellement. Alors je vais pas parler de la notion d'enfant intérieur, mais en tout cas, elle me dit qu'elle a peur d'être confrontée face à certaines choses et je me dis, c'est pas facile. Franchement, c'est pas facile. Et toi, du coup, personnellement, comment est-ce que t'as... Parce que là, tu nous as parlé de quelqu'un. Mmh. Mais toi, comment... Ça me fait tousser, tu vois? Attends, je bois un peu parce que je Bois un pense que peu. là, il y a un esprit là, je pense. Et le chakra de la gorge, là, qu'il faut aller libérer un peu, quoi. Enfin, si t'as envie, du moins. Non, mais c'est mon chakra le plus enfin, j'en souffre beaucoup. Donc voilà. Mais oui, moi franchement, j'ai eu une enfance, très heureuse. Même si j'ai pas grandi avec mon père, biologique, mais j'ai eu une enfance très heureuse. Franchement, j'ai eu, mes 9 premières années, j'ai eu une figure, paternelle qui était mon oncle et après j'ai eu celui qui m'a adoptée, qui est mon beau-père. Mais j'ai toujours reçu beaucoup d'amour, en fait. Franchement, je peux pas dire que oui, OK, mon père biologique, il était pas là, mais j'ai toujours reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et j'ai aussi eu la chance, enfin j'ai la chance d'avoir, une mère qui est très transparente, très ouverte d'esprit, ce qui n'est pas forcément le cas dans nos familles, afro, où il y a souvent beaucoup de mystères par rapport à des non-dits et cetera et c'est souvent très compliqué. Mais franchement, moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et cette notion d'enfant intérieur, hem, je repense à un atelier que j'avais fait, enfin une masterclass que j'avais fait en ligne avec toi et où tu sais, tu viens, tu commences et tu te dis: «Ouais, de toute façon moi, voilà, j'ai rien de particulier, j'ai rien de particulier, voilà et cetera. Enfin, j'ai été heureuse et tout»
Et en fait, alors, il n'y a pas forcément des événements malheureux qui seront sortis après cette masterclass, mais c'est plus des symboles. Notamment, par exemple, la coiffure, tu vois, où je me disais, oui, moi, j'aime bien toujours être bien coiffée et tout, vraiment, c'est important pour moi, même si je suis pas maquillée, même si je suis pas, voilà, enfin, en tout cas, il faut que je sois propre sur moi, et surtout, mais ma coiffure, c'est important. Et dans ma tête, c'était lié au fait que, bah, en fait, la femme, elle doit être bien coiffée, enfin, c'est comme ça, etc. Là, on dit que la coiffure, c'est la femme, mais en fait, non. Je me suis rendu compte que c'est parce que ma mère a toujours veillé à ce que je sois bien coiffée, en fait. Soit c'était elle qui me coiffait, bah, d'ailleurs, majoritairement, c'était elle qui me coiffait. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça où tu fais pas forcément le lien de prime abord, mais après, quand tu évoques cette notion d'enfant intérieur, tu te rends compte qu'en fait, bah si, il y a des liens. Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Il y en a Totalement, beaucoup plus qu'on pense. mais totalement. Et ok, est-ce qu'on va parler du coup de ta petite fille intérieure? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Est-ce qu'elle a un surnom? Comment elle s'appelle? Franchement, j'ai pas donné de... Enfin, si je dois réfléchir comme ça, il n'y a pas forcément de surnom, mais dans ma famille, on m'appelle Néné, tu vois. D'accord. C'est le surnom. Bon, il y en a qui m'appellent Kiki aussi, mais c'est plus Néné dans ma famille. C'est vraiment les gens qui sont avec qui je suis intime, vraiment, qui m'ont vu grandir, etc., qui m'appellent comme ça. Et en fait, j'aime beaucoup ce surnom. J'aime beaucoup ce surnom. Je sais pas, je trouve ça trop mignon. Et enfin, au vu de mon prénom Kylian, on penserait pas forcément à Néné, on Bah penserait ouais. plus à Kiki, tu vois, Kili, machin, qui et tout. Et je trouve ça tellement intime, tellement que moi j'aime beaucoup. Après, je sais pas si tu veux que on pourrait y aller Keep sur... going, baby, keep Ouais. talking. C'est ton podcast. Et qu'est-ce qu'elle m'évoque? Je vois quand même... Alors, c'est marrant que tu parles du surnom parce que justement, je vais faire le parallèle avec mon prénom. Parce que mon prénom, quand j'étais petite, je l'aimais pas. Hmm. Tu vois, maintenant que je te parle, c'est fou comment... Mhm. Deeper and deeper. Mhm. On va de plus en plus profond. Il y a la bouée, ne t'inquiète pas, je suis la bouée, il n'y a pas de problème. On va Ouais, remonter. tu sais, ça c'est typique des hypersensibles, le raisonnement en arborescence de tu commences d'un truc et puis après tu vraiment L'histoire de ma vie. ah, je te comprends un peu trop. mais bref, tout ça pour dire que en fait, voilà, ça me revient, j'aimais pas mon prénom. J'ai mis du temps à l'aimer, mais pour autant je le détestais pas, tu vois. Pourquoi? Parce que Kylian, c'est un prénom et qui reste toujours rare pour les femmes et qui était encore plus rare déjà de manière générale pour les femmes ou pour les hommes. Et donc c'était, ah, mais t'as un prénom de garçon, t'as un prénom de garçon. Et je me rappelle qu'en maternelle, j'étais avec un garçon qui s'appelait Kylian aussi. Donc du coup, c'était un peu compliqué pour moi. Et puis maintenant, c'est plus, ah, mais c'est stylé pour une fille, la petite référence au jour de foot, bref, voilà. Merci, heureusement que Kylian Mbappé est arrivé dans nos vies, Mais sinon on aurait eu un vraiment, merde. pour le coup, parce que surtout pour l'orthographe, il a facilité pour moi. J'ai dit, tu es comme D'accord, Kylian Mbappé, mais tu rajoutes un E. d'accord. Ok, donc le prénom et donc Néné qui est venu un peu, ça, on t'a toujours appelé comme ça et on t'appelle toujours comme ça aujourd'hui. Oui, oui, oui. Oui. C'est fou. Et du coup, à partir de quand est-ce que t'as commencé à aimer le prénom Kylian à part pour le joueur de foot? À partir de quand tu te l'es Euh, réapproprié? En fait, même indépendamment du joueur de foot, parce qu'en soi, lui, c'est plus au niveau de l'orthographe, j'avoue que ça a Hmm, facilité. Parce que c'est clair. je déteste qu'on écrive mal mon prénom ou mon nom. Hmm. Franchement, ça, c'est quelque chose qui m'insupporte. Pourquoi est-ce que Euh, ça te gêne? Parce que c'est peut-être, alors c'est peut-être la facilité de dire ça, mais c'est lié à mon hypersensibilité, tu sais, le détail, de dire bah c'est comme Hmm, ça que c'est le nom que mes parents ont décidé de m'attribuer, donc en fait respecte-le, tu hmm. vois. Et je pense que c'est aussi parce que plus jeune, j'ai tellement laissé passer le fait qu'on orthographie mal ce prénom-là, Ok. même le nom, hein, parce que voilà, mais en tout cas que du coup je me suis dit ok, à un moment donné c'est bon, voilà, il faut quand même respecter ça. Mais sinon, si je dois définir, j'arrive pas à définir réellement une périodicité où je me suis réapproprié en fait ce prénom. Hmm. Mais je dirais plus, tu sais, peut-être pendant mes études universitaires, entre guillemets, parce que là, bah, tu commences à, de plus en plus après le bac, à côtoyer des garçons, à faire des rencontres, etc. Et quand tu dis ton prénom, on dit, ah, mais c'est original. Ou peut-être que la première remarque, c'est pas forcément ça, c'est peut-être, ah, mais c'est un prénom de garçon. Mais après, quand tu échanges avec la personne, il te dit, mais c'est vrai que c'est original, c'est Hmm. stylé, entre guillemets. Et en fait, tu retiens, et là, tu marques l'attention de la personne. Hmm. C'est marrant parce que moi je me suis jamais dit ça. Bon après peut-être parce que je te connais depuis genre Mais toujours, mais je oui. me suis jamais dit Kylian c'est un prénom de mec. Je me suis dit Kylian c'est Kylian. Mais bon ok ouais c'est intéressant.
Et du coup, ta petite fille, elle a quel âge? À peu près, t'arrives à la situer à quel âge? Hum, Honnêtement, j'arrive pas à lui donner un âge. Enfin, en tout cas, c'est sûr que c'est au-dessus de 3 ans parce que du D'accord. coup, ouais. Mais je dirais plus entre 6 et 9 ans. Ok. Ouais, Ok. 6 et 9 ans. Ouais. Pourquoi cet âge-là? Parce que je crois que c'est à 9 ans que j'avais mon énième voyage au Cameroun, puisque je suis originaire du Cameroun. Et en fait, ce voyage-là, il a vraiment changé beaucoup de choses pour moi parce que j'ai passé Hmm. beaucoup de temps enfin, au village plutôt qu'en ville. Mhm. Et le fait de passer beaucoup de temps au village, au début, je me disais, ah ouais, et tout, franchement, moi, j'aurais aimé être à Douala avec mes autres cousines, etc. Au final, non. Enfin, j'estime que ma mère a bien fait de faire ça. euh, Parce que ça m'a permis vraiment de me reconnecter, en fait, avec la terre en tant que telle. Et Hmm. puis, t'as pas... Enfin, le village, c'est totalement différent de la ville. Mhm. Bah, tu t'ennuies, tu t'ennuies. Est-ce que tu peux décrire pour ceux qui n'ont pas vécu Ouais. l'expérience d'un village de l'ouest du Cameroun, quoi, c'était au mois d'août, juillet, août, c'était quand Ouais, est-ce c'est que ça, c'est ça. C'est pendant ça, la en fait, saison des pluies? et c'est ça. On a fait un mois et demi, ouais, presque deux, hein, au Cameroun. Hmm. Et, et puis quand maman m'a dit oui, mais non, on va faire 3 semaines, je crois, enfin une bonne partie de notre séjour, entre guillemets, au village, je me suis dit, waouh, franchement, j'ai pleuré parce que je me suis dit déjà, mes autres cousines, là, avec qui j'avais l'habitude de rester en ville, donc à Douala, bah, je vais pas les voir, enfin, on va Hmm. passer de temps ensemble. Et si tu veux, enfin, c'est super bien le village parce que c'est calme. Enfin, en tout cas à cette époque-là, parce que maintenant ça a dû un peu plus se démocratiser, parce que la dernière fois que j'y suis allée l'an passé, j'ai fait juste un tour. Mais t'avais une télé limite pour tout le Mhm. quartier. Mhm. Donc ça veut dire que quand on se retrouvait là pour regarder, je sais pas, Dragon Ball Z ou je sais plus quel Hmm. manga, on était tous là devant la télé et tout. Et quand ça finissait, chacun reportait dans son quartier. Mais c'était quand même bien. Franchement, le plus dur, c'était quand même de dire que ouais, on t'appelle la blanche et tout ça, c'était compliqué. Oh, d'accord, ok. Et donc, c'est là que, en fait, je me suis hyper affirmée. Franchement, et c'est pour ça que je dis vraiment, je situe ma petite fille à ce moment-là, parce qu'en fait, je me suis dit, mais tu peux plus, enfin, entre guillemets, te laisser faire, en fait, tu vois. Mhm. Tu es là, tu auras d'être là. Et il y a une phrase que je dis souvent aux parents, c'est que la France, c'est le pays que vous avez choisi. Moi, j'ai pas choisi ce pays. C'est le Ah, mien aussi. Je suis hmm. métisse, je suis franco-camerounaise. Mais à un moment donné, voilà, vous avez choisi ce pays-là. Vous êtes arrivé là. Je suis née ici. J'ai les deux cultures. Et c'est comme ça, c'est un fait. Mais tout ça pour dire que ma petite fille intérieure, je la situe à ce moment-là. En tout cas, entre 6 et 9 ans. Mhm. Parce que ça a été une période voilà, que j'ai beaucoup aimée et tout. Et ouais, avant, ce serait plus compliqué. You can count on me, you can count C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'on n'a jamais discuté de ça, toi et moi, tu sais, ce côté où t'es la blanche. Euh, Comment est-ce que tu as vécu, du coup, ce métissage? Parce que quand on parle de métissage, la plupart du temps, on a l'impression que ça va être, et c'est très cliché, mais on va se dire un noir avec une blanche ou une blanche avec un noir, et on a du mal à se rendre compte que le métissage est beaucoup plus subtil que ça la plupart du temps, que c'est pas que blanc et noir, mais que ça peut être d'autres origines, que en plus, à l'intérieur d'une même origine, on va dire, si je peux dire ça comme ça, parce que le terme race me convient pas, mais même au niveau du Cameroun, il y a un métissage à partir du moment où tu es de deux ethnies différentes. Il y a un métissage qui peut être culturel, littéralement. Donc, tes deux parents sont camerounais, mais toi, tu es né en France. Donc, il y a un métissage qui est très puissant. Comment est-ce que toi, tu as vécu, enfant, cette double culture, en fait, ce métissage-là dans ton enfance? Alors, l'avantage, c'est que j'ai des parents qui sont très ouverts d'esprit, intelligents. Quand je dis intelligents, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence émotionnelle, Hmm. situationnelle, etc. Ils ont toujours fait en sorte que je puisse être consciente de là d'où je viens, voilà, c'est-à-dire le Cameroun, et là où je suis, c'est-à-dire la France. Donc, grâce à ça, j'ai pu ne pas me perdre. Et puis, la première fois que je suis allée au Cameroun, j'y étais, j'avais même pas 1 an, quoi. Ouais. Tu vois? Et après, maman, elle m'a emmenée, je crois, alors peut-être pas tous les ans, mais assez souvent, tu vois? Hmm. Moi, j'ai souvent échangé avec des personnes qui étaient dans la même situation que nous, enfin, c'est-à-dire métis aussi, mais qui n'ont pas eu cette chance de pouvoir aller aussi souvent que bah, j'y suis allée. Hmm.
Donc, ce qui fait que je me suis pas forcément entre guillemets perdue, parce que bon, j'aime pas trop cette expression-là, parce que c'est pas facile d'être entre deux cultures. Et en fait, maman, elle a toujours eu ce rappel-là. Après, il y a l'aspect aussi communautaire, aussi qui est Mhm. très important, c'est-à-dire Ouais. sur place. Parce que j'aurais pu privilégier une culture à l'autre, tu vois. Hmm. J'ai été jusqu'en master 1 la minorité de ma classe, Bien sûr. si ce n'est l'une des minorités de ma classe. Mais j'avais toujours ces voyages-là, l'aspect communautaire ici, tu vois, où tu côtoies des personnes qui sont camerounaises aussi et qui ont et hem et qui ont migré ici, donc qui ont aussi cet Hmm. aspect, double culture. Donc voilà, donc ça fait que j'ai pu, Dieu merci, être fière de mon métissage, voilà, j'en suis Hmm. toujours fière, être consciente de cette polarité-là et avancer tout simplement. Hmm. Ouais, en effet, ouais. C'est pas une posture qui est facile. Et en même temps, alors c'est à la fois une posture qui peut être compliquée à vivre d'être du coup enfant de parents immigrés. Et en même temps, ce que je disais la dernière fois à un de mes clients, c'est que c'est l'endroit où on peut justement casser des cycles. Parce que même si la migration est difficile et elle est douloureuse pour la plupart, même si elle est légale, hein, ou même si elle est voulue, si elle est choisie, etc., on part quand même d'une terre qui est la nôtre pour aller se mettre dans un autre, sur un autre territoire où on devient finalement une minorité et où la plupart du temps, notre identité de négritude, de nègre, je parle de la couleur, devient, elle apparaît à ce moment-là. Parce qu'en réalité, au Cameroun, on ne dit pas t'es noir, t'es blanche. On va te dire, ah, le teint jaune, et trucs comme ça, mais on reste quand même sur l'idée d'être noir. Mais c'est pas quelque chose qu'on va dire. C'est pas, tu te réveilles pas tous les matins en disant je suis une femme. Donc c'est la même chose. À partir du moment où tu rentres dans le territoire, dans un territoire où là tu deviens la minorité, on te rappelle, on te renvoie cette identité au visage que tu es autre, que tu es différent. Et donc, du coup, nous, on a deux options possibles. Bon, je suppose qu'il y en a plus, mais celle que je vois le plus souvent, c'est soit c'est compliqué de vivre avec cette forme de différence-là, parce que même s'il y a une volonté d'assimilation de la part de tes parents, euh, clairement, tu stand out. Soit tu es bah, totalement assis dans ça, où tu as des difficultés parfois même à t'intégrer, et donc du coup tu vas rester dans la communauté qui te ressemble, mais parfois à la marge de la société dans laquelle tu es né. Et du coup, la question que j'ai pour toi, c'est en quoi est-ce que c'est une force pour toi aujourd'hui et pour la petite fille que tu étais, d'avoir pu naviguer dans ces deux cultures-là? Bah, c'est une force parce que, je me sais m'adapter, en fait. Peu importe le milieu dans Hmm. lequel je vais, je sais m'adapter, tout simplement. Et au départ, je me disais, je vais être, une minorité, lors de ma scolarité. Pourquoi je dis ça? Je précise parce que bon, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est que j'ai fait pratiquement enfin, de la sixième jusqu'au master 2, sauf, avec, 2-3 années d'interruption, mais j'étais dans le privé catholique. Hmm. Donc du coup, forcément, tu vas au-delà du fait que en tant que noir, tu sois une minorité en France, parce que même si on dit: «Il y a beaucoup de noirs en France», en réalité, il y a que 8% de noirs en France. Mhm. C'est pas énorme, hein? C'est pas énorme et donc quand Hmm. tu vois les chiffres comme ça officiels, tu te dis: «Ah oui, en fait, non, c'est pas énorme». Hmm. Pour revenir au sujet, ce que je disais, c'est que j'ai toujours fait partie de cette minorité, mais j'ai toujours su m'accepter et m'adapter. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Voilà. C'est pareil, j'ai travaillé à des endroits, oui, j'étais, la seule noire, mais j'ai toujours parlé, de ce que je faisais. J'ai toujours, quand je suis revenue peut-être d'un voyage, ramené un petit quelque chose, enfin, notamment au Cameroun ou en Afrique, en me disant: «Bah, voilà, enfin, j'ai fait un voyage, je vous ai ramené ça» et tu fais découvrir et je pense vraiment que, en fait, la posture qu'on adapte, la personne en face, soit elle s'adapte, soit elle refuse. Mais il faut pas se placer en victime, il faut pas non plus se placer en, super warrior, je prends tout le monde de haut. Hmm. Je prends un exemple qui est très problématique en France, qui revient souvent et que, hem, je sais pas si je peux dire que j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas, par exemple, moi, je n'ai jamais eu de problème par rapport à mes coiffures au travail, Hmm. tu vois? Alors certes, entre guillemets, «je suis junior», ça fait 3 ans que je travaille entre guillemets «officiellement», mais j'ai fait des années d'alternance et j'ai jamais eu de problème par rapport à mes coiffures. Que ce soit mon afro, parce que moi j'ai les cheveux naturels, que ce soit d'autres coiffures, des perruques, que j'ai mis des trucs et cetera, je n'ai jamais eu de soucis. Je n'ai jamais eu de remarques. Je me suis jamais fait convoquer en disant:
oui, Kylian, ça va pas, et cetera, et cetera. Je ne dis Mmh. pas que ça n'existe pas, je ne dis pas que ce n'est pas possible, ça existe, voilà et c'est triste que ça existe d'ailleurs. Mais je dis seulement que il faut faire attention à la posture qu'on adopte, en fait. C'est pareil quand on va en entretien. Mmh. Il faut pas se dire: «Ah OK, je suis noire donc forcément ça je vais échouer». Mmh. Non, 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 non. Enlève ta couleur de peau, enlève le fait que tu sois une femme ou que tu sois, voilà, une minorité, et vas-y en disant: «Je vends d'abord mes compétences, ma posture, je me prépare pour ça et je vais tout, tout, tout déchirer». Et clairement, après si la personne, elle est pas assez intelligente, pour passer au-delà de ton aspect physique, enfin, c'est-à-dire ta couleur de peau en tout cas, parce que là, c'est le sujet, tant Mmh. pis pour elle, en fait. C'est elle Ouais. qui perd. Est-ce que tu vois à quel point, ton éducation, t'a permis d'être dans une posture de privilégié aujourd'hui? Non pas que je suis absolument genre 14 000 000 de pourcents d'accord avec toi et en même temps, je sais que cette posture-là, c'est une posture de privilégié. Et le privilège n'est pas forcément un privilège qui est lié à ton statut social ou à ta classe sociale ou à ta classe sociale, c'est aussi une question de mindset. Et qu'à un moment donné, l'impact que enfin l'éducation que tu as donné tes parents, fait que en fait, pour toi, ça a jamais été un problème. Est-ce que tu arrives à voir ce qui fait que du coup, pour toi, cette réalité, elle est incompréhensible? Et c'est génial! Et c'est génial que tu puisses le verbaliser pour que des personnes qui vivent ça se disent que en fait, cette réalité-là, c'est pas une réalité qui s'applique à toutes les personnes qui sont afrodescendantes. Non, totalement, totalement. Au départ, je comprenais pas et puis après, j'ai fait une introspection et je me suis dit: «Mais en fait, Kylian, tu te rends pas compte, enfin, tes parents, ils ont fait en sorte que tu sois dans le privé catholique. Mmh. Ils auraient pu te mettre dans le collège d'à côté, qui est public et où il y a un suivi qui est moins, pointilleux, disons». Et en fait, tu as eu cette chance-là parce que, par exemple, je vais te donner un exemple concret où j'aurais pu, basculer dans la case, des moins privilégiés. On parle d'éducation, bien entendu, pour préciser aux personnes qui vont nous écouter, on ne parle pas d'argent parce que Mmh. souvent, quand on entend le terme privilégié, on pense à l'argent alors Non, que bien sûr. Mmh. en réalité, c'est pas ça, enfin, Mmh. ce n'est pas que ça, du moins. Mmh. J'ai fait 2 premières années à Sasmelin que j'ai pas validé. Et après, bah, il y a le truc des parents: «Oui, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Si l'école te dépasse, tu peux aller travailler». Les parents camerounais, tu peux en plus Babiliké, tu peux aller travailler, tu vas être caissière et cetera. Gars, déjà, c'est un métier, qui paye des factures, c'est un métier comme un Mmh. autre et puis voilà, donc tu es frustré et tout et puis moi, j'ai toujours fait enfin, toujours, en tout cas depuis la cinquième, j'ai toujours voulu faire du droit, j'ai toujours voulu être avocate. Mmh. Et j'avais pas réfléchi à quelque chose d'autre, en fait. Dans ma tête, c'était: «Kylian, tu finis, tu as ton bac, bam, bam, tu fais tes études de droit et tu es avocat». Pour moi, il y avait rien d'autre. Hem, non, il y avait rien, il y avait même pas non, il y avait pas de plan B, c'était ça. Donc je rate mes 2 premières années, de droit à Sas et bah, là, tu as les parents qui te bombardent, en même temps, tu sais pas enfin, tu as jamais pensé à d'autres plans et cetera et puis là, je me pose un jour et je me dis: «Attends, à l'école, tu avais quand même des heures d'orientation qui étaient pour toi, peut-être un peu des moments de détente parce que, bah, concrètement, on allait dans la grande salle et tout au lycée et c'était un peu comme, un grand film qu'on visionnait et cetera, alors que les profs prenaient, chaque semaine 1 heure pour ça et en fait, j'ai repensé au schéma, qu'on nous avait fait avec, les différentes possibilités en fonction du type d'études qu'on voulait suivre. Mmh. Et là, je me suis dit: «Ah, mais il y avait ça, le DUT carrière juridique qui peut être pas mal» et donc je me suis inscrite et cetera et puis les gens, enfin des certaines personnes et même les parents m'ont dit: «Qu'est-ce que tu vas aller faire à Lille?» parce que j'étais acceptée en DUT, carrière juridique à Lille. «Qu'est-ce que tu vas aller faire à Lille?» «Oui, qu'est-ce que tu vas aller faire à Lille? En tout cas, si tu vas à Lille, c'est pour avoir ton diplôme et cetera». Donc je suis allée à Lille, la boule au ventre en me disant: alors là, mon ami, ma chérie, si tu réussis pas là, en tout cas, donc à Lille, par exemple, tu connais Lille, c'est la ville étudiante Ah, par définition. par définition. C'est-à-dire qu'il y a on est dans la bipolarité, soit tu échoues, soit tu réussis. OK. Donc là, j'étais dans mon truc où où j'étais à fond et cetera. Même les profs ils me disaient: «Ça va, vous venez de la fac, vous avez déjà la méthodologie et cetera» et je me rappelle d'un jour, je le rappelle tout le temps à maman parce que vraiment ça m'a trop marqué. Et c'est là que je dis l'importance de l'éducation, le privilège. Mmh. J'étais en train de réviser et j'en pouvais plus, en fait. Et j'appelle maman et je lui dis: «Ouais maman, c'est trop dur et tout».
Elle a laissé un petit silence comme ça et elle m'a dit: «Tu as choisi d'aller à Lille, tu assumes». Mmh. Ça m'a tellement pris au cœur, j'ai dit: Waouh. «OK». J'ai dit: «OK maman, merci, au revoir». J'ai Merci pour le raccroché, soutien, mère. grave, j'ai raccroché et puis j'ai continué à étudier mes leçons. Mais aujourd'hui, l'autre jour, j'en reparlais, on en rigolait et elle m'a dit: «Mais tu sais, pour moi aussi, c'était compliqué que tu sois partie. Mais je pouvais pas Mmh. te montrer, oui, c'est compliqué et cetera, sinon tu allais pas cartonner comme tu as cartonné, en fait». Ouais. Tu vois? Donc tout ça pour dire, pour revenir à ta question, c'est que oui, je suis privilégiée et j'en suis consciente et c'est pour ça aujourd'hui, par différents moyens, j'essaye, d'accompagner des personnes. Alors là, c'est en dehors du coaching, hein, mais je veux dire des petites sœurs, comme on dit chez nous, tu Mmh. vois? Quand c'est possible parce que, tu te rends compte que, en fait, tout le monde n'a pas ce privilège-là. De dire que: «Ah, en fait, je sais faire un CV, je sais faire une lettre de motivation correcte, même chercher un emploi et tout». C'est clair. Tout Ouais, donc oui, je suis privilégiée, j'en suis consciente, pour autant, j'ai intégré aussi que tout le monde ne l'est pas et ça, je pense que ouais, c'était pas forcément évident, au départ et je l'ai fait aussi comprendre aux parents Mmh. parce que, parce qu'ils ont souvent ce truc de: «Oui, tu sais», alors pas forcément tout en tout cas, les miens, Dieu merci, c'est pas le cas de comparer à l'autre, tu Ouais. vois? Bon, je suis d'abord un modèle, heu, Déjà, first. mais de parfois se plaindre et tout et je leur ai dit: «Franchement, il y a des personnes qui sont même dans la trentaine, plus âgées et qui, en fait, font rien», Mmh. tu vois? Ils font rien et c'est pas faute d'avoir des mains tendues. Donc sentez-vous content et fier d'avoir des enfants qui, voilà, ont un certain âge et qui sont indépendants et voilà. Donc c'est Mmh. un peu ça, ouais. Ouais. Est-ce que tu as toujours su tu t'as dit que tu avais toujours su que tu voulais devenir avocate, mais Mmh. c'est quoi ton plus jeune souvenir du moment où tu t'es dit: «Ah ouais, c'est ça»? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu devenir avocate quand tu étais enfant? C'est fou parce que je me souviens exactement du moment. Mmh. Limite, je pourrais te dire où j'étais dans la cour de Eh ben, récréation. balance, balance, on veut savoir. Alors, j'aimais pas les mathématiques. Bon, je OK. crois que c'est toujours pas le cas, sauf si c'est pour compter l'argent, bon là, 2 plus 2 Bamileke égale Spirit, 20 égale c'est tout. 22. Hein, hein. Bamileke Spirit, tu vois? Mais blague à part, oui, si, j'étais en 5e et puis je sais pas, avec mes camarades, on parlait: «Ouais, qu'est-ce que tu veux faire plus tard?» et cetera et puis moi, j'ai dit: «Franchement, je sais pas du tout. Je sais pas du tout ce que je veux faire, mais je sais que je vais pas avoir un métier où il y a des mathématiques». Et puis j'ai commencé à réfléchir et puis je me suis dit: «Ouais, avocate». Voilà. C'est venu Surtout comme que ça. ouais, en fait, c'est venu comme ça, mais je pense aussi que c'est parce que, hem, excuse-moi, mon oncle, le petit frère de papa, il est avocat, tu Mmh. vois? Et j'ai toujours eu un rapport particulier avec lui. Alors l'oncle, c'est de la figure paternelle dont tu parlais au début de l'épisode? C'est lui? Non, c'est pas Non, lui. c'est pas lui, c'est un Ouais, autre. c'est D'accord, un OK. autre, Et ouais. avec qui tu étais enfin, le rapport particulier, tu étais relativement proche de lui? Alors, au départ, j'étais pas forcément enfin, en tout cas, à cette époque-là, j'étais pas forcément proche de lui, mais si tu veux, il a un lien particulier avec, mon père, Mmh. avec papa parce que, vu que mon grand-père est décédé, mon oncle était très jeune, je sais même pas s'il avait 6 ans. Donc ça Waouh! a été lui sa figure paternelle, en fait, tu D'accord, vois? OK. Donc papa était la figure paternelle de mon oncle et donc tu vois, on va Bien dire, sûr. par procuration, il y a un lien, voilà. OK. OK, d'accord. J'interromps ce podcast comme d'hab, c'est le moment pub. Tu sais, le podcast, c'est aussi ça, hein. C'est aussi un moyen pour moi de te partager finalement toutes les créations et pour les programmes, les accompagnements que je crée sur mesure pour toujours aider le mieux possible à reconnecter avec ton enfant intérieur. Et là, le programme dont j'aimerais te parler, c'est le programme qui s'appelle Parcours d'initiation. Parcours d'initiation, c'est un programme en 5 heures d'accompagnement, donc c'est un programme court qui, selon moi, est un bon starter pack, si tu veux, pour commencer à communiquer, à communier, à prendre conscience de ton enfant intérieur en douceur. Le parcours d'initiation, c'est donc 5 séances de coaching d'1 heure à raison d'un rendez-vous une fois toutes les 2 semaines pour te permettre aussi, tu vois, de laisser reposer tout ce qu'on s'est dit, de faire ces fameux exercices, ces questions d'introspection, ces ressources à aller explorer entre chaque séance pour qu'on puisse avancer. Et honnêtement, c'est assez deep, vraiment. 5 séances, c'est déjà pas mal pour pouvoir commencer à travailler et pour pouvoir mettre en place des nouveaux mécanismes de pensée, pour pouvoir peut-être identifier des programmes que tu as à l'intérieur de toi et qui t'empêchent d'être la personne
personne que tu as envie d'être, ou juste de pouvoir apprendre à t'aimer tout simplement, à te donner un petit peu plus de, tu vois, de bienveillance, etc. Donc rendez-vous sur le site Vibe avec ton enfant intérieur .word/parcours d'initiation. Bien évidemment, toutes les informations seront dans la barre d'infos. Et last but not least, une information importante parce que un des piliers de mon entreprise, c'est de rendre ses connaissances le plus accessibles possible. J'ai mis en place un moyen de paiement sur le site qui te permet de régler ton accompagnement en 4 fois sans frais via PayPal. Et je trouve que c'est vraiment cool parce que t'as pas de frais, j'en ai pas non plus. Ça te permet en fait juste de pouvoir financer ton accompagnement et prendre soin de ta santé mentale sans forcément entamer ou mettre en péril ta santé financière. Donc, rendez-vous sur le site Vibe avec ton enfant intérieur.world. Les informations sont dans la barre d'infos. Merci encore infiniment pour ton écoute, ton attention, parce que c'est essentiel, c'est important. Et on est ensemble comme d'habitude. Je te laisse retourner à l'épisode. À très vite. Et en fait, l'idée, c'est d'arriver à identifier ce qui t'a influencé, parce que quand tu sors avocate en 5e, c'est forcément que tu l'as entendu quelque part ou que tu as vu quelqu'un d'autre qui t'a inspiré ou qui avait une place importante dans ta vie, et c'est à ce moment-là que ça se cristallise, et tellement que tu te rappelles exactement où est-ce que tu étais dans la cour de récréation, etc. Donc à quel point c'est un souvenir qui est vif comme ça. Est-ce que tu as d'autres souvenirs qui sont vifs de ton enfance, donc entre 0 et 14 ans, et qui ont fondamentalement forger la personne que tu es aujourd'hui? Mmh, oui, alors bon, si on reste sur la thématique du métier, par exemple, je crois que c'est peut-être ouais, c'était avant 6 ans, peut-être j'avais 5 ans, je sais plus, je faisais de la danse moderne et puis j'avais dit à maman: «Ouais, je vais être danseuse». Elle m'a dit: «Mais maman». Danser, c'est pas un métier. Non, mais voilà, non, mais c'est même pas ça. Alors Ouais. non, parce qu'encore si c'était ça, tu te dis voilà. Elle m'a dit: «Mais ça paye pas beaucoup, tu sais ma fille». Oh! Mmh. Parfois je me dis: «Mais en fait, si tu t'étais écoutée là, tu Ouais, serais loin». Parce que c'est clair. mais j'ai pas de regrets par rapport à ça, Mmh. bien au contraire. Mais je me dis, on a souvent tendance à briser ce truc-là, tu vois? Mais en vrai, Ouais. elle m'a pas brisé réellement parce qu'en fait, après, elle m'a toujours dit: «Même si tu veux être, enfin, peu importe le métier que tu veux faire, sois la meilleure dans ça». Tu Mmh. vois? Et par exemple, ça c'était plus entre mes 0 et 14 ans, mais elle m'avait jamais en fait, avoué, le métier qu'elle aurait aimé que je fasse, mais elle aurait toujours aimé que je fasse médecin. Je rigole parce qu'en La fait, base, elle te dit la base, nos mamans là vraiment: franchement. mon enfant va me soigner et tout». Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Je pense qu'il y a un transfert. Oui, Le médecin, c'est la sécurité. Le médecin, c'est la personne qui a la connaissance. C'est personne qui suit. Et puis, c'est un honneur aussi, tu vois, d'avoir des médecins. C'est pour ça qu'on a beaucoup, en tout cas dans la culture camerounaise ou bamileke plus particulièrement, si t'es pas médecin, ingénieur ou je sais pas quoi, enfin, qu'est-ce que tu fais en fait dans ta vie? c'est ça. Donc, et est-ce que tu sais ce que ta mère, elle aurait voulu faire? Alors déjà, oui, est-ce que tu sais ce que ta mère aurait voulu faire quand elle était enfant, elle? Avec du recul comme ça, je suis pas certaine. Hmm. Je crois que j'ai un vague souvenir peut-être, non, j'allais dire infirmière, mais je suis pas certaine, c'est peut-être un transfert que je fais. J'ai un doute. Hmm. J'en ai Et pas du parlé avec elle. et donc du coup, parce que c'est peut-être la question que j'aurais dû te poser avant, c'est est-ce que Mmh. tu connais l'histoire de l'enfance de ta mère et de ton père? Oui. Oui, 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 si, si, je connais leur enfance. Ils ont eu globalement parce que bon, je leur ai pas demandé la permission avant de de parler de leur enfance, Bien sûr, tu ouais. mais je respecte aussi, tu vois? Mais globalement, ils ont eu des enfances, assez, franchement heureuses. En tout cas, Hmm. hem, ma maman, elle a grandi en ville, mon papa aussi, je crois, oui. Famille nombreuse aussi, Ouais. 10 de chaque côté. Oh waouh. Ouais. Mais voilà, ils ont eu des enfances heureuses. Franchement, honnêtement, enfin, surtout ma maman, à chaque fois que je la taquine, je dis: «Oui, toi, t'es une fille de la ville et tout et cetera» et c'est vrai, tu vois? Elle a pas grandi au village, en Hmm. fait. Au final, Hmm. en fait, elle c'est alors, je vais pas dire grâce ou à cause de moi, je sais pas ce qui est le plus adapté, mais qu'elle a pu, en fait, retourner au village, tu D'accord, vois? ok. Hmm. Entre guillemets. Même si elle y allait pendant les vacances quand elle était plus jeune, mais elle a pas grandi au village, quoi. Hmm. Mmh. Et toi, du coup, est-ce que tu as des frères et sœurs? Moi, alors de même père, même mère, non, mais vu que je suis dans une famille recomposée du côté de mon père, j'en ai 4 a avec qui, bon, on se voit quand c'est, on va dire, nécessaire, lors des D'accord. événements familiaux.
Mmh. OK. Et donc, du coup, tu as principalement évolué en tant qu'enfant unique, d'une certaine manière? Alors, Ou... j'arrive pas à me définir comme enfant unique parce Hmm. que, j'ai des cousines avec qui j'ai grandi, qui sont au nombre de 3 et que je considère réellement comme mes sœurs. Donc j'arrive pas enfin, surtout q entre guillemets et surtout j'ai pas l'attitude entre guillemets de «l'enfant unique», tu sais, qu'on connaît, de Hmm. façon Ce serait générale. quoi, ça serait quoi l'attitude d'un enfant unique? Enfin, le stéréotype, selon toi? Ouais, le stéréotype qu'on dit, c'est que, bah, c'est l'enfant qui est égoïste, tu sais, qui va pas partager, qui va Hmm. pas voilà, qui va toujours être, dans son coin, voilà quoi, l'enfant roi, comme on dit ici là. J'ai mon côté, oui, j'ai un peu un côté, c'est vrai, très exclusif. Mhm. Enfin, en gros, quand j'aime, j'affectionne une personne, oui, j'aime, enfin, j'aime que cette personne, elle soit près de moi. Bien sûr. Mais après, je respecte aussi, tu vois? Mais sinon, j'ai pas du mal à partager, bien au contraire. Franchement, ça, c'est quelque chose que, bah, si tu es ma personne, enfin, si on est ensemble, je vais partager avec toi. Ce sera un plaisir pour moi, tu Hmm. vois? Hmm. OK. Donc tu as parlé, donc on n'a pas donc tes frères et sœurs, ou que tu Mmh, vois, ouais, mais que tu as pas eu le sentiment d'être enfant unique, donc tu as toujours été entouré. Et tu mmh, nous as parlé tout à l'heure, et je veux voir si tu es OK pour parler de ça. Du coup, donc tu as ta maman, tu as ton père, ton papa, dont tu me mmh, parles, et puis il y a ton père biologique. c'est ça. À partir de quel moment est-ce que tu as su que... Enfin, comment est-ce que ça s'est passé, si tu veux partager, hein? Comment ça s'est Mmh. passé, en fait, cette découverte ou cette prise de conscience, finalement, que Je l'ai t'avais... toujours su, en fait. D'accord. Ma mère, elle m'a jamais rien caché et puis surtout qu'en plus, il y a des années de différence entre l'entrée de celui qui est mon père, celui que je considère, enfin, comme mon père et qui est mon père, adoptif, parce que sur les papiers, c'est mon père adoptif et de toute façon dans la vie de tous les jours, c'est le cas. Mmh. Je l'ai toujours su. Ça, c'est pour ça que j'admire vraiment ma mère pour ça, parce qu'en fait, elle a toujours été transparente, elle a toujours été honnête, elle m'a toujours Mmh. dit: «Le jour où tu veux connaître ton père et ben tu me dis et puis je fais le nécessaire». Waouh. Donc ouais et donc c'est pour ça que je dis c'est important et je pense que c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast parce que, il y a tellement de mystères, tellement de choses qui font que dans nos familles, africaines, on garde des secrets, alors qu'on connaît les choses, et ça brise beaucoup de choses, voilà, Mmh. dans le cycle de vie des gens, dans leur avancée personnelle et si on veut être même plus pragmatique pour tout ce qui est médecine, demain il t'arrive quelque chose, tu sais pas que c'est ton vrai père, ah bah, en fait My God. tu vois? Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire ce podcast au-delà d'autres échanges que j'ai eus avant avec des proches et je crois qu'il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup marquée, c'est, tu sais, il y a des personnes qui recherchent leur père, qui passent des appels, à témoins et cetera. Toi, tu as de la chance qu'ils soient en vie, donc en fait, c'est cette opportunité. Mmh. Et c'est à partir de quel moment que tu t'es dit qu'il était temps pour toi de reconnecter avec lui? En fait, il y a eu une première alors moi il y a eu une première reconnexion il y a quelques années, mais qui était pas, de ma volonté. Je passe les détails, c'est pas très Mmh. important, mais voilà, donc du coup, il y a pas forcément eu de suite. Et après, là, c'est, il y a 2 mois, je crois. Ouais, Oh, waouh. ouais. Oh, Ça doit fresh. faire ouais, ça doit faire 2 mois, ouais, que je me suis dit: «OK, bah, là, en fait, il est temps pour toi, il est temps pour toi, de partir vers lui», voilà, pour, échanger, sur sa personne, avoir, entre guillemets, «sa version de l'histoire», même si je t'avoue que fondamentalement, ça m'intéresse pas, tu vois? Mmh. Comme il l'a dit et comme, j'en parlais avec maman, c'est, ça leur appartient et ça remonte à tellement d'années que, voilà, chacun a continué, a refait sa vie et tout. Mais j'estime quand même que c'est important pour avoir l'entièreté, tu sais, tu as les 50, il manque les autres 50 C'est là, clair. pour que toi tu sois, vraiment entière Ouais. et puis, la relation que tu as avec le parent du sexe opposé, ça conditionne beaucoup de choses. Mmh. Donc j'encourage vraiment, ça c'est ce que j'ai toujours sur notamment sur Twitter où je suis très active et que je parle de santé mentale, de choses comme ça. J'encourage réellement les gens à échanger avec leurs parents. Mais moi je le Mmh. dis tout le temps, mais ça fait des années que je le dis parce que en fait, tu apprends C'est clair. tellement de choses sur toi, sur ta façon de te comporter parce que ce sont tes gènes en fait, Ouais. tu vois? Et sur, même la vie, ils t'enseigneront beaucoup de choses que et si toi tu as la chance en fait d'avoir des parents qui sont ouverts d'esprit, qui sont intelligents, échange avec eux. Voilà. Mmh. Internet, c'est une source, infaillible d'informations et cetera.
Mais quand on a des bibliothèques comme nos parents à côté de nous, faut Hmm, échanger avec eux, c'est clair. franchement. Et surtout, par exemple, en tant qu'hypersensible, j'ai toujours eu cette... Bon, avant de le savoir que j'étais hypersensible, je ne savais pas d'où ça venait, mais j'avais toujours eu ce rapport de soit être avec les aînés, soit avec les tout petits, tu vois. Hmm, Donc je me dis, en fait, alors que vous soyez hypersensible ou pas, profitez en fait de vos aînés, que ce soit les parents, les oncles, les tantes et tout, avec qui vous pouvez vraiment échanger. Euh, Ce sont des bibliothèques en fait, juste vraiment, ouais. que ce soit pour tout, hein, pour que ce soit même pour les choses de la vie. Quand vous avez un certain âge là, on parle d'adulte à adulte. On n'est plus dans un rapport de c'est mon enfant, c'est ma nièce, etc. Hmm. Donc profitez-en. Mais est-ce que les adultes, parce que là tu parles de ses parents qui ont une forme Mm. d'intelligence émotionnelle, mais est-ce que tu trouves que tu retrouves cette intelligence-là auprès d'autres adultes qui parfois tu vas venir dans une posture non pas de petite fille mais de femme que tu es devenue et ils vont te répondre en mode mais en fait non t'es une enfant, me parle pas parce que j'ai changé tes couches, ça c'est le truc qu'on dit. Et j'ai changé tes couches en 1912 hein. Et tu veux dire, ou alors, est-ce que c'est un truc... Mais en fait, moi, il y a un truc que j'ai dans la vie, je pense que... Alors, c'est peut-être parce que je suis hypersensible, je sais pas, mais on a tous une intuition, tu vois. Hmm. On a tous une intuition et ou slash un instinct, voilà. Donc, quand on prend le temps d'observer les gens, et c'est quelque chose que on fait plus de nos jours, mais pourquoi est-ce qu'on le fait plus? C'est parce que tout va vite, en fait. Hmm. On se marie vite, on divorce vite, on veut vite devenir riche. Tu vois des pubs devenir riche en 30 jours, etc. Mais après, on te dit pas ce que tu vas faire. Bref, tout va vite. Et donc, à partir de ce moment-là, on va vite engager une conversation sans se demander, mais est-ce que je peux le faire avec cette personne, en fait? Tu vois? De par sa posture, tu te dis: «Mais c'est mon oncle quand même, en tous les cas, de toute façon, il va pas» mais non, en fait, est-ce que cette personne, elle est prête à avoir cette discussion? Est-ce que vos rapports d'ailleurs, parce que moi, par exemple, bah, je pense qu'il y a des même si c'est quand même un peu plus rare, ça reste, ouais, un peu plus rare, mais il y a des personnes de la famille avec qui j'aurais pas certaines discussions parce que je Bien me dis: sûr. «C'est pas possible». La personne, elle est peut-être obtus par rapport à moi, enfin, par rapport à la vision des choses que j'ai. Oui. Alors que pourtant, elle a une expérience de la vie qui est magique, enfin, qui est en tout cas, très ancienne. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Ouais, c'est arriver à créer un pont entre les générations et aussi de se rappeler finalement que là où certains adultes parfois nous voient encore comme des enfants, bah, quand tu fais ton travail sur l'enfant intérieur, tu captes que eux-mêmes ce sont des enfants en fait et que eux-mêmes ils se comportent comme des vrais enfants. Et que parfois tu vas être, même si tu es plus jeune, tu vas venir apporter des clés de compréhension à la personne qui est ouverte d'esprit, mais tu peux parfois te mettre dans la posture de l'adulte par rapport à l'adulte, le corps d'adulte qui est en face de toi, mais qui est piloté par un enfant. Ouais, et tu sais que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Ça résonne vraiment en moi parce que, je me suis aussi dit qu'en fait, au-delà de ma personne, c'est quelque chose que je fais pour nous en repartant vers mon père biologique, tu vois? Hmm. Parce que, la personne qu'on m'avait décrit, je voyais tellement de petits trucs où je me suis dit: «En fait, on se ressemble tellement», tu vois? Il y a des Hmm. choses, sur lesquelles on se ressemble tellement et je pense qu'en fait, je pourrais justement l'aiguiller sur ces points-là et faire en sorte Hmm. qu'il comprenne certaines choses, tu vois? Bien sûr, c'est clair. Mmh. Comment ta petite fille, elle a vécu ce retour vers son père biologique? Quelles ont été les émotions que tu as traversées? Hem, alors déjà, je vais peut-être expliquer un peu ce cheminement parce que c'est vrai que ça paraît être, comme ça, venu Hmm. du jour au lendemain. C'est une chose à laquelle je pensais déjà, mais je savais pas, sous quelle forme, la la manifester. Et puis j'ai eu une tante, c'est pour ça que je dis franchement, ce sont des bibliothèques en fait, Hmm. enfin nos aînés et tout, qui m'a, raconté son propre cheminement. Voilà, où elle m'a dit que, bah, elle a eu aussi une histoire, particulière avec une de ses filles entre guillemets «similaire à la mienne», il y a quand même des différences. Hmm. Et elle m'a dit, voilà, la phrase que j'ai pu dire tout à l'heure, qui est que, bah, il y a des personnes qui recherchent leurs parents, mais qui n'ont pas cette chance-là. Waouh, yeah. Et donc je me dis, à un moment donné, enfin, tu as la chance d'avoir une tante comme ça qui a un certain âge et qui s'ouvre à toi, enfin, c'est son Ouais, intimité, en fait. Elle était c'est pas clair. obligée. Elle aurait Hmm. pu juste me dire: «Oui, il faut parler à ton père» et puis c'est tout, Hmm. tu vois? Donc Ce au-delà que les de adultes font souvent et qui peut être hyper frustrant parce qu'en fait, tu as l'impression que c'est une injonction et tu dis, mais c'est juste, faut parler à mon mmh, père ou parler à ma mère. Mais ça veut rien dire, en fait. Parlons de cœur à cœur. Explique-moi d'où tu viens pour que je puisse ouvrir mon cœur et accepter le fait que oui, il y a sûrement un move à faire.
Totalement, c'est exactement ça. Et puis, tu sais, au-delà, parce que c'est même pas de l'explication, c'est, moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, enfin, une métaphore que j'utilise souvent, c'est le fait de travailler sur soi, entre guillemets, c'est un peu, c'est très violent, mais j'aime bien imager comme ça. C'est un peu comme une césarienne où tu t'ouvres, tu regardes ce qui va pas à l'intérieur. Seigneur. Non, mais parce que pour moi, c'est comme ça que je le vois, parce que c'est dur, en Ouais, fait, tu ouais, vois. ouais, bien sûr. Et puis après, tu refermes toi-même et ça met du temps à cicatriser. Et en fait, Mmh. le fait qu'elle, elle décide elle-même de repartir pour réouvrir, parce qu'on te raconte ton histoire, tu Mmh. réouvres quelque chose, en fait. La Mmh. boîte de Pandore, comme on dit. Ça m'a marqué, tu vois. Je me suis dit, attends, enfin, elle était clairement pas obligée. Elle Bien aurait même pu sûr. juste dire, parce que sa démarche était tellement saine et pleine d'amour, tu vois. Elle a commencé en me disant, oui, il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Donc déjà, la démarche, Elle a préparé. Ouais, c'est clair. voilà, tu vois. J'aurais aimé qu'on en parle toutes les deux. À chaque fois, j'ai pas eu l'occasion. Aujourd'hui, j'ai l'occasion. Tu vois, donc tu te dis, bon, Mmh. franchement, je peux pas ne pas écouter, ne pas Mmh. entendre. Donc j'ai entendu ce qu'elle m'a dit et puis après je me suis dit: «En fait, peut-être que c'est le truc en plus, l'élément déclencheur qui manquait pour passer à l'action». Donc je Mmh. suis passée à l'action et ouais, la petite fille en moi est passée à l'action et après j'ai envoyé un message, en disant: «Voilà, je viens en paix, en fait, voilà, je viens en paix». Mmh. Je cherche même pas forcément à savoir ce qui s'est passé il y a X années et cetera et tout, mais je veux apprendre à te connaître. Je Ouais. globalise et puis après, j'ai reçu un message tellement plein d'amour, tellement comme si, en fait, il m'attendait, tu Oh vois? Que waouh! j'ai pleuré. En fait, franchement, honnêtement, je pense que j'aurais pu m'évanouir, mais je l'ai tout le temps, mais c'est vrai. Parce que je me Mmh. rappelle que je sortais du travail, je courais et tout pour prendre le métro et puis j'ouvre ce message, mais franchement, je sais pas comment j'ai fait pour rester debout parce que je me suis dit: «Mais Mmh. en fait, tu reçois une vague d'amour qui est incroyable» et donc je me suis sentie bien, je me suis sentie vraiment bien, franchement, et après nos échanges, j'ai eu aussi beaucoup d'émotions, moi, j'ai eu beaucoup d'émotions après, enfin, en recevant ce message-là et après quand on s'est appelé aussi, il y a eu beaucoup d'émotions de sa part et j'étais très surprise. Je me dis, entre guillemets, «un monsieur d'un certain âge qui pleure au téléphone», c'est voilà. Ouais, mais parce qu'en fait, on oublie que nos papas, nos mamans, ce sont des enfants aussi, Mmh. que ce sont des humains avant tout, et qu'ils ont leur propre histoire et leur raison d'agir ou de ne pas agir, et que les choses sont complexes, et plus tu grandis, et plus tu regardes ta propre complexité, et plus tu comprends que ça peut être complexe. Et tout ça, c'est hyper beau, et en même temps, j'imagine cette petite fille qui se dit... parce que parfois, en fait, il nous arrive des choses quand on est adulte, qui vont répondre à des besoins de notre enfant intérieur qu'on n'avait pas réussi à identifier. C'est pas parce que, ce que je dis souvent, c'est pas parce que tu as une enfance heureuse que ton enfant intérieur n'a pas besoin de toi, qu'il n'y a pas eu des manquements, qu'il n'y a pas eu des trucs qui lui ont rendu triste. Et donc c'est ça, c'est avoir cette lucidité de regarder, oui, j'ai eu une enfance heureuse, et voilà les points sur lesquels je me suis sentie peut-être pas aimée, pas acceptée, pas truc, pour pouvoir euh, les faire remonter à la surface, et pour pas que ça soit des juste des parties de notre inconscient qui ensuite vont se manifester dans nos actions, dans nos relations, dans les expériences de vie, dans les cycles répétitifs dont on n'arrive pas à sortir en fait. You can count on Ouais, ouais, me. totalement. C'est très important ce que tu dis, les cycles là. Il faut briser certains c'est même moi, enfin, je parlerai même de schéma parce que, en fait, dernièrement, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est par rapport au schéma là et puis c'est aussi pour ça que j'ai eu cette démarche-là. Hem, Quand on regarde bien, il y a des schémas qu'on reproduit, inconsciemment. Voilà. Parce que, notre, peut-être notre mère, notre grand-mère ou notre arrière-grand-mère était en fait dans ces schémas-là. Mais Hmm. ça, c'est inconscient, c'est des choses qui sont sous-jacentes et voilà et si tu fais pas entre guillemets «attention», si tu es pas en pleine conscience, tu vas les reproduire. Et ça va se reproduire en fait jusqu'à ce que, bah, la chaîne ou le schéma se brise. Alors je parle de choses négatives bien sûr, hein, pas de choses positives parce que les choses Bien sûr. positives, bah, On est tant mieux, on est on est content, tant ouais. mieux, tu vois? Hmm. Mais et il faut vraiment faire attention à ça et c'est souvent pour ça que je me dis, hem, certains comportements sont tellement dommages quand on a des enfants, voilà, parce que quand tu es Hmm. seul, tu sais ta propre responsabilité et cetera, mais quand tu as des enfants, c'est tellement dommage de les avoir parce qu'en fait, tu les transmets Hmm. sans même savoir. Je prends l'exemple d'un enfant qui parle même pas, il va prendre le téléphone, il va dire: «Allô». Pourquoi? Parce qu'il t'a vu le faire ou il a vu Hmm. quelqu'un le faire, tu vois? Donc imagine encore plus, des choses sous-jacentes. Moi, par exemple, dernièrement, mais je crois qu'on en avait même parlé, toi et moi, bah, quand tu es dans le ventre
quand ta mère était dans le ventre de ta grand-mère, elle lui a transmis des choses et quand elle était enceinte de toi, elle t'a transmis des choses et en fait, tu vois, il y a tellement de choses qui se transmettent parce que les gens pensent que oui, c'est quand l'enfant naît. Non, c'est bien avant, tu vois? Mmh. Moi, je vois, par exemple, maman, une fois, elle m'a dit que, j'avais une période où la journée quand elle était enceinte de moi, pardon et la journée, je dormais, mais le soir, j'étais hyper agitée Mmh. et il y a un soir où elle m'a dit calmement, en fait: «Arrête de bouger. Genre là, Mmh. j'ai besoin de dormir, j'ai besoin de me reposer» et après j'ai arrêté. Mmh. Donc ouais. Ouais. Ouais, ouais, non, c'est la période de la gestation, elle est essentielle. Et puis, de toute façon, en fait, quand ton arrière-grand-mère naît, elle a déjà toutes les cellules qui vont lui permettre d'enfanter les prochains êtres qui eux-mêmes ont les cellules, si c'est des femmes, d'enfanter. Donc, en fait, c'est là où tu te rends compte, et ce que tu parlais, ce dont tu parlais, c'était la psychogénéalogie, c'est vraiment d'identifier les cycles, les schémas qui se répètent de génération en génération. Et alors, il y a des choses qui peuvent être identifiables et il y en a d'autres qui sont sous-jacents et qui reviennent justement à ce que tu disais, des secrets de famille. C'est-à-dire que parfois, il y a tellement de non-dits, donc tu ne peux pas savoir. C'est pas un comportement. C'est qu'il y a 3-4 générations, je sais pas moi, il y a eu un suicide, personne n'en a parlé. Et en fait, on se rend compte que personne n'en parle, mais ça se reproduit quand même. Mais personne n'en parle, donc personne ne sait. Jusqu'à un moment où il y a une personne dans l'arbre qui choisit à la force, à le courage, prend la décision, à la conscience, ce que tu veux, de se dire qu'il y a peut-être quelque chose qui pèse sur ses épaules qui ne lui appartient pas. Et du coup, ma question pour toi, c'est qu'est-ce qui, selon toi, avec toutes les recherches que tu as pu faire et ton introspection, qu'est-ce qui pèse sur les épaules, ou qu'est-ce qui a pesé sur les épaules de ta petite fille qui ne t'appartenait pas? Ah oui, juste parenthèse par rapport à ce que tu as dit, c'est les hypersensibles en général qui brisent, les schémas. Hmm. Big up à nous. Non, mais c'est enfin, pour le coup, je rigole, mais c'est vrai. Et j'étais Hmm. en train enfin, en tout cas, ma mentor me l'avait dit et après j'ai fait le parallèle avec une personne que je connais et effectivement, c'est ce qu'elle a réussi à faire. Enfin, sans le Hmm. savoir, j'en ai pas parlé à elle, mais j'ai fait l'analyse. Qu'est-ce qui a pesé sur moi? En fait, il y a 2 grandes choses. La première, c'est le fait de me dire: «OK, je suis avec une maman qui est seule, en tout cas jusqu'à mes 9 ans et en fait, Hmm. il faut que je moi-même me responsabilise». Tu Hmm. vois? Inconsciemment, j'avais ce truc-là de dire: «OK, bah» enfin, je sais pas, par exemple, j'ai un mot à faire signer alors que ma mère est très intelligente, elle sait lire, elle sait écrire, il y a pas de souci. Je vais écrire le mot, je vais demander de faire signer, tu vois, pour gagner du temps, des choses comme ça. Hmm. Enfin, d'autres choses comme ça, ouais, là, en tout cas, c'est l'exemple le plus concret qui me vient en tête. Après, il y a eu le fait d'être dans une famille, recomposée, donc Hem, c'est souvent à toi qu'on va demander de faire les efforts, que tu es entre guillemets «considéré comme, la pièce rapportée» et donc pour que tout se passe bien. Mmh. Donc voilà, donc c'était un peu globalement là, c'est ce que je vois comme responsabilité qui m'était incombée, enfin en tout cas que j'ai prise sur mes Que tu as épaules et senti, ouais, ouais. quand tu étais enfant. Mmh. Kylian, de quoi est-ce qu'elle a besoin, Néné, que tu lui donnes pas en ce moment? Elle a besoin de Tel quoi? tellement de choses. Faisons la liste, c'est la liste au Père Noël, vas-y. Franchement, en ce moment, elle aurait besoin de repos, mais quand on dit de repos, c'est pas de vacances, tu vois? Mmh. C'est plus de poser son cerveau, vraiment, pour le coup. Elle aurait besoin aussi, de plus de soutien, mais Mmh. ça, je vais pas entrer dans les détails, mais je vais m'arrêter sur sur ce terme-là, tu vois? Mmh. Parce que c'est un soutien particulier oui, que je recherche et que je pensais avoir trouvé, mais que en fait, j'ai pas encore trouvé, tu vois? Mmh. Donc ça, je l'ai mis en prière. Et peut-être un peu de fun, mais bon, le fun, je pense que c'est à nous de le créer, tu vois? Mmh. Globalement, ce serait ces 2 axes-là, ouais. Mmh. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ton enfant intérieur avec, l'expérience que tu as d'adulte aujourd'hui? Mmh, écoute-toi, franchement, Mmh. écoute-toi, tu vois? Écoute-toi, s'il y a des choses que tu veux faire, bah, fais-les à fond, tu vois? N'aie pas peur, en fait. N'aie Mmh. pas peur, parce qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, tu vois, même par rapport à la danse, par exemple, je me disais, alors au-delà de l'aspect, oui, ça paye, enfin, c'est pas un métier et cetera, hein, c'est plus, je pense que je me suis, freinée alors que,
alors que j'estime et enfin, avoir un talent et en plus, c'est quelque chose qui revenait très souvent à chaque fois, des Mmh. personnes qui ont pu me voir danser me disaient: «Mais tu continues la danse ou tu arrêté?» et Bien cetera sûr. et j'ai pas capté ça, tu vois? J'ai pas capté ça. Je me suis dit: «OK, j'en ai fait jusqu'à, enfin, je crois, enfin, jusqu'à un certain âge et après tu pars à Lille, tu pars à ceci et puis tu te dis: "Ouais, mais de toute façon, ce sera pas pareil si je vais dans une autre association" et Ouais. cetera», tu vois? Je pense que, ouais, globalement, ce serait plus écoute-toi, en fait. Voilà, écoute-toi Mmh. et après de ce écoute-toi, tu peux, voilà, Ouais, bien sûr. Et ça va être, parmi les dernières questions, c'est, quel serait le conseil que ton enfant intérieur a à te donner, à toi? la même chose. Au moins vous êtes raccord, Alors, hein? non, 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 non. Là, le conseil qu'il a à me donner alors quoique si, ça pourrait être valable, en fait. Ça Ouais. pourrait être valable, mais je m'écoute beaucoup plus. Je m'écoute Mmh. beaucoup plus, parce que je me comprends beaucoup plus déjà et ça, c'est une chance, franchement. En tant qu'hypersensible, je rattache toujours à l'hypersensibilité parce que pour moi, c'est alors je suis d'abord Kylian, hein, mais ça c'est un grand trait de ma personnalité. Bien sûr. Le fait de découvrir il y a 2 ans que j'étais hypersensible, ça a été, la meilleure et la pire des choses pour moi. Mmh. Parce que c'est très compliqué de se dire: «Ah ben en fait, bah, moi je réfléchis comme ça, mais au final je suis pas bizarre». Mais parfois Ouais. tu te dis: «C'est mieux en fait de pas savoir». Bah oui, parce qu'avec la connaissance vient les responsabilités. Ha! L'ignorance, au moins, tu Exactement, peux faire genre, tu peux faire crari, genre, t'as pas capté, tout ça. c'est ça. Que gars, je sais pas vraiment pourquoi j'ai même pensé à ça, pourquoi? Hein? Pourquoi je retourne toujours avec ce mec-là? Bon, c'est pas C'est grave. ça. Maintenant, quand tu sais, tu peux plus. C'est ça, exactement. Donc non, mais globalement, le conseil qu'elle pourrait me donner, c'est, je réfléchis à part écoute-toi franchement, parce que je m'écoute beaucoup plus, mais ouais, franchement, j'ai à part ça, je vois pas. Mmh. Mmh. Et enfin, pour finir, quel est le conseil que tu donnerais à toute personne qui souhaite reconnecter avec son enfant intérieur, mais justement qui a peur de le faire? De t'écrire. Yay! DM me, Non mais baby! non mais pour de vrai, parce que, franchement, parce que c'est une notion qui est encore tellement méconnue, mais et ce que je pourrais recommander honnêtement, c'est, de ce que je pourrais recommander, c'est d'y aller, lentement mais sûrement. Mmh. Parce que, comme j'ai dit, hein, je suis désolée, mais ma métaphore de l'hémorragie que j'ai évoquée tout à l'heure là, c'est ça, en fait. Quand tu décides de t'intéresser, pour moi, je raccorde ça, même si il y a un aspect très spirituel, mais je raccorde ça à la santé mentale parce qu'il y a une compréhension de soi et cetera et tout. Mais c'est pas évident parce que, bien souvent, on est dans le déni, en fait, tu Ouais, vois? carrément. De se dire: «Ah mais non, moi j'ai eu une enfance heureuse» ou même: «J'ai eu une enfance malheureuse, mais je le sais et puis, Ouais, voilà, bien sûr. je mets tout ça sous le paillasson là et puis, qu'advienne que pourra». Mais honnêtement, ce que je peux recommander, c'est déjà un d'être indulgent envers soi-même. Voilà, Mmh. c'est très important. Je crois que c'est une pour moi, c'est une des leçons de vie que j'ai pu, acquérir ces 2 dernières années. Mmh, Parce bien que je sûr. trouve qu'on est très souvent, dur envers nous-mêmes, ou parce qu'on retient des choses, externes qui nous ont été dites peut-être pendant notre enfance, Mmh. puisque là on est sur l'enfance, tu enfin, en gros, «Tu bête, tu feras quoi de ta vie?» des choses comme ça et cetera et cetera. De 2, de s'écouter et 3, de pas hésiter à aller voir un professionnel, Mmh. hem, par rapport à ça et un professionnel qui nous ressemble, un professionnel, qu'on a choisi. Ça, je le dis toujours, Ouais. c'est très important. Parce que ça peut prendre du temps de trouver un professionnel qui nous Mmh. correspond, et c'est très difficile, mais en fait, il faut le faire. Voilà. Parce que quand on choisit un professionnel qu'on a choisi et qui nous correspond, bah, le travail est plus facile. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup Kylian, merci beaucoup Néné pour votre présence à toutes les deux pour ce podcast. Merci infiniment. Si vous avez envie de suivre Kylian, que ce soit sur Twitter, sur Instagram avec sa marque ou de prendre ses services en tant que coaching, vous êtes un homme hypersensible, une femme ou un enfant, je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. N'hésitez surtout pas, comme elle l'a dit. C'est essentiel de trouver les professionnels de la santé mentale et les coachs et les accompagnants et les guérisseurs qui peuvent nous convaincre, enfin qui peuvent nous convaincre, qui peuvent nous convenir plutôt.
faut, et aussi nous convaincre que finalement on n'est pas bizarre, on n'est pas chelou et qu'on mérite de se sentir en sécurité et de vivre dans l'amour et dans l'abondance, et que non, c'est pas des bisounours, c'est juste une réalité plus saine. Ça veut pas dire que tout est parfait, mais ça veut juste dire que on s'aime et c'est ça qu'on veut dans la vie. Donc, merci à toi pour ton écoute. On se retrouve, comme tu sais, dans 2 semaines pour un prochain épisode de Vibe avec ton enfant intérieur. Et en attendant, bah, tu sais quoi faire, tu prends soin de ton enfant intérieur. Et si tu sais pas comment faire, tu vas sur le site vibeavectonenfantintérieur.world/je commence ici, parce que j'ai créé une mini-initiation gratuite pour te permettre de commencer d'entamer ce travail qui est précieux. Et en plus, ton enfant intérieur, il m'a dit qu'il en avait besoin. Donc, vraiment, il faut y aller. Je te dis à très vite, à la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Bye! Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe